C'est dans ce contexte de très grande tension que le 7 mars 1962 s'ouvrent les négociations entre le gouvernement français et le représentant du FLN. Ils se réunissent dans la station thermale d'Évian-les-Bains. C'est Krim Belkacem, ministre de la guerre du GPRA, qui conduit la délégation algérienne. Et c'est Louis Jox, ministre de l'Algérie, qui représente la France. Durant 11 jours, les deux parties discutent pied à pied et débouchent sur un compromis. Le cessez-le-feu immédiat pour tout le territoire et la mise en place de l'indépendance par référendum. La France pose deux conditions. La protection des populations européennes d'Algérie et le droit d'exploiter le Sahara pendant 6 ans. En contrepartie, le FLN obtient la poursuite du plan de Constantine, c'est-à-dire l'achèvement de l'aide économique de la France. L'accord est signé le 18 mars 1962. Le FLN a obtenu satisfaction. Il a arraché l'indépendance, conservé l'unité de l'Algérie en gardant le Sahara, et il est devenu l'unique interlocuteur de la France. Le matin même de cette signature, 197 attentats sont commis en Algérie. L'OAS vient de s'engager dans un dernier combat. Fou, désespéré. C'est la politique de la terre brûlée. Durant 3 mois, l'organisation met l'Algérie à feu et à sang. De son côté, le FLN réplique. C'est le début d'une série d'enlèvements de civils français. Alors que la guerre semblait s'achever, de nouveau c'est l'engrenage, de nouveau la terreur. À Alger, le 26 mars 1962, l'OAS organise une grève générale et un grand rassemblement. Soudain, tout dérape. La rue d'Isly s'embrase. L'affrontement entre Français et gendarmes fait 46 morts et 200 blessés. Un traumatisme. Des Français s'entretuent en Algérie. Les pieds noirs ont compris. Pris en étau entre toutes les violences de l'OAS, celle du FLN et l'indépendance à venir, ils n'ont plus leur place dans ce pays qu'ils aiment tant. Il faut partir, quitter sa terre natale. Ces centaines de milliers de Français abandonnent tout. Leur pays, leur maison, leur travail et leur mort. C'est un aller sans retour vers cette France que la majorité d'entre eux n'a jamais connue. En plein exode, un attentat de l'OAS détruit la tour de contrôle de l'aéroport d'Alger dans le but de clouer les avions au sol. Les départs sont un temps interrompus. Et pourtant, il faut partir. Tous les moyens sont bons, y compris les embarcations de fortune, les bateaux de pêcheurs. Les autorités françaises ne sont pas préparées à un tel exode. Plus d'1 million de personnes en quelques semaines. Mon mari est resté en Algérie. On ne sait pas s'il est mort ou il est vivant. On ne peut pas trouver de mots pour exprimer exactement ce qu'il y a. Moi, je suis dans la rue. Je vais à droite, à gauche, on me loge comme ça. J'ai aucune ressource.
J'ai une cousine qu'elle m'héberge. Et ils ont toujours opté pour la France. Mais malheureusement, la France n'opte pas pour nous en ce moment. En plus du sentiment de trahison, d'abandon, de lâchage, les pieds noirs se heurtent à l'improvisation de leur retour et à l'incompréhension d'une partie des Français. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Oui, madame, votre dossier là. Oui, madame, votre dossier. Alors, attendez, ou alors je les rejoins pour vous mettre. Ces blessures et ces pertes vont cimenter une identité singulière qui ne pourra jamais vraiment faire son deuil du paradis perdu. L'immense sauve qui peut les pieds noirs va s'intensifier avec l'ultime référendum proposé aux Algériens, celui sur l'indépendance. Voulez-vous que l'Algérie devienne un État indépendant coopérant avec la France? Telle est la question unique, directe, sans ambiguïté qui est posée en Algérie. La réponse elle aussi est sans ambiguïté. 6 millions de votants répondent oui et à peine 16 000 répondent non. L'indépendance est approuvée à 99%. Le 3 juillet 1962, le général de Gaulle reconnaît l'indépendance de l'Algérie. Les pouvoirs exécutifs de la France sont officiellement transmis au président de l'exécutif provisoire, Abderrahmane Farès. Pour l'armée française aussi, c'est le temps du départ. Comme en Indochine, le sang versé, les sacrifices, les exactions, tout cela paraît bien vain désormais. Pour ces hommes, à qui on a beaucoup demandé, il faudra vivre avec les fantômes, les morts, les cauchemars. Et puis il y a la honte, celle d'abandonner à un sort tragique ces troupes de supplétifs. Certains officiers vont réussir à évacuer vers la France les harkis et leurs familles. Ils le savent. En Algérie, ils sont voués à la vengeance. De Gaulle, pourtant, va ordonner leur désarmement. Il craint en effet que l'OAS ne récupère les harkis dans ses rangs. Et c'est un télégramme classé secret, signé par le ministre de l'Algérie qui interrompt les évacuations. Demande à haut-commissaire de rappeler que toute initiative individuelle tendant à installer en métropole des Français musulmans sont strictement interdites. Aviser tout chef SAS et commandant d'unité. Après l'indépendance, des dizaines de milliers de harkis vont être massacrés par le FLN, qui les considère comme des traîtres. C'est l'une des profondes et douloureuses cicatrices de cette guerre qui s'achève. Côté algérien, le bilan humain est lourd. 400 000 personnes ont été tuées en 8 années de guerre et 1,5 million de paysans ont été déplacés. Côté français, c'est toute une génération qui restera marquée. 30 000 appelés du contingent ont été tués. Des milliers d'autres reviendront avec de graves séquelles. L'impossibilité même de pouvoir en parler. Des centaines de militaires de carrière démissionneront de l'armée. Pour la France, la perte de l'Algérie met un terme définitif à sa période coloniale. Une république nouvelle a vu le jour. Et la France, désormais, se construira à travers son ambition européenne. L'indépendance de l'Algérie est officiellement proclamée le 5 juillet 1962. Alors qu'à Oran, la guerre connaît ses dernières convulsions avec l'enlèvement et le massacre de centaines de Français. Partout ailleurs, c'est une liesse immense.
Durant 5 jours, les Algériens fêtent la naissance de leur nation.